C'est l'incertitude permanente. Et moi, j'ai des jeunes qui me disent, je rentre dans une formation, dans 5 ans, le métier pour lequel on me prépare n'existera peut-être plus. Anthropologue, coach et conférencière, Elisabeth Soulier est mon invitée cette semaine. De la même manière qu'il y a eu une première rupture qui a eu lieu entre l'oralité et l'écrit, et une deuxième rupture entre l'écrit et l'imprimerie, et donc ce serait probablement cette troisième rupture. Après des études d'histoire et d'anthropologie, Elisabeth Soulier étudie pendant plusieurs années la culture nahua au Mexique. Sa carrière prend un tournant lorsqu'elle décide de devenir coach pour accompagner les jeunes issus de différents milieux sociaux à Paris et en banlieue. À travers ses études théoriques et ses observations sur le terrain, Elisabeth se passionne pour la génération Z, génération née entre 1997 et 2010. Ils n'ont pas connu le monde d'avant, c'est-à-dire ils sont tombés dans le numérique comme Obélix dans la potion magique, et donc ils n'ont pas ces repères possibles de se dire c'était comment avant et comment je peux justement faire ces allers-retours entre le monde d'avant et le monde qu'ils sont en train de vivre. D'où vient l'incompréhension entre les générations ? En quoi le numérique est-il une révolution anthropologique majeure ? Quelles sont les causes des problèmes de santé mentale des jeunes ? Autant de sujets que l'on aborde dans l'épisode. Je suis ravi de vous inviter à découvrir ma conversation avec Elisabeth Soulier. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous dire que j'envoie 2 fois par mois une newsletter qui récapitule 3 enseignements de sagesse à retenir de chaque épisode pour que vous n'ayez pas besoin de prendre des notes. Je vous mets le lien en description. Bonne écoute. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elliot. Bienvenue sur Sagesse Moderne, le podcast qui part à la rencontre des explorateurs et exploratrices de la connaissance pour mieux comprendre notre époque et aussi nourrir notre quête de sens. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. D'abord, comment vas-tu ? Moi je vais très bien. Ça va ? Ravi d'être avec toi. Trop bien, ravi de t'accueillir. On va essayer de se dérouler un peu ce podcast en trois étapes. D'abord, on va revenir un petit peu sur ton parcours, parce que toi, tu t'es spécialisé dans la génération Z, l'étude de cette génération Z pour la comprendre. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu comment tu en es arrivé là. Puis ensuite, on essaiera de comprendre un petit peu pourquoi cette génération Z est le symbole d'un monde en plein bouleversement. Et ensuite, on comprendra comment cette génération Z peut trouver de nouveaux repères dans ce monde si complexe. Voilà, donc pour revenir sur ton parcours, d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît ? Oui, donc en fait, moi, ma formation, c'est d'être anthropologue. Donc, je me suis d'abord spécialisée sur une culture qui est la culture nahua en Mésoamérique, donc Mexique, Nicaragua, Honduras. Et puis, à la suite de ce travail, je me suis interrompue parce que je me suis mariée, j'ai eu des enfants, c'était difficile d'aller faire mes terrains là-bas. Et il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai monté un cabinet de coaching en fait pour accompagner les jeunes parce que je me rendais compte qu'il y avait peut-être un besoin justement d'accompagnement des jeunes vers leur avenir. Et puis, c'était donc la génération Y. À l'époque, j'étais absolument dans une méconnaissance totale de la notion générationnelle. Néanmoins, c'était donc des jeunes, maintenant je le sais, des jeunes de la génération Y. Et puis, petit à petit, j'ai vu arriver des nouveaux jeunes, en fait, qui avaient d'autres aspirations, de nouvelles attentes, des nouvelles représentations. Et je me suis dit que ça méritait d'aller un peu creuser. J'avais en plus très envie de revenir un peu sur la recherche. Donc je suis repartie dans l'anthropologie tout en continuant mon travail de coach et donc j'ai fait des terrains ethnographiques qui sont donc des terrains que l'on fait quand on est anthropologue et qui permettent justement d'être un observateur participant et de mener donc des entretiens qui permettent ensuite de fournir des analyses de notre terrain. Voilà. Et donc ça a donné naissance, j'ai fait différents types de terrains à Paris, en province, en Seine-Saint-Denis. Et ça a donné naissance à un livre, il y a donc juste au moment du Covid, qui s'appelle La génération Z au rayon X. Pour définir l'anthropologie, pour ceux qui ne connaissent pas, comment tu définirais l'anthropologie ? C'est l'étude d'une culture en fait. C'est de se dire quelles sont les représentations et les imaginaires d'une culture. Comment elle pense sa relation à soi, aux autres, au monde, comment elle fait société, mais comment elle pense aussi sa relation à son environnement, à la nature, à ses dieux. C'est vraiment ça. Ok, on va revenir dessus justement par rapport à la génération Z. Toi, tu accompagnes des jeunes aussi issus de milieux socio-économiques et culturels différents à Paris et en banlieue. Concrètement, du coup, comment tu les accompagnes et qu'est-ce que tu observes au cours de ces accompagnements ? Oui, alors ça, c'est mon métier de coach. Ouais. Dans mon métier de coach, j'accompagne en effet les jeunes et en effet en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis et à Paris dans mon cabinet, mais aussi dans d'autres écosystèmes. Je le fais aussi dans des CFA, je le fais dans différents écosystèmes. Comment je les accompagne comment ? Par le coaching. Le coaching, c'est de la maïeutique. C'est comment on pose des questions à quelqu'un qui est expert de lui-même et pour faire émerger ses atouts, ses envies, ses désirs, ses forces, ses stratégies qu'il va mettre en place pour pouvoir aller vers ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment ça pour moi le coaching.
Après, les jeunes viennent avec les problématiques qui sont les leurs, en fait. Ça peut être, je me sens perdu, et donc comment je vais réussir à m'orienter dans ce perdu où je suis. Ça peut être prendre confiance en soi, développer l'estime de soi, comment mieux gérer ma vie relationnelle avec personnelle ou professionnelle. Je vais prendre un poste, comment je vais me sentir légitime, etc. Voilà, c'est un peu tous les sujets que porte cette génération. Enfin, les jeunes en général. Ok, justement, on va creuser cette deuxième partie sur ton sujet, la génération Z, qui est le symbole un petit peu d'un monde en plein bouleversement, sur plein de plans numériques, climatiques, en termes de tensions sociales, etc. Moi, quand j'en parle avec mes parents, j'ai l'impression qu'il y a un décalage qui se crée, en tout cas, il y a une grande incompréhension entre les générations. Est-ce que c'est le cas et comment elle s'explique ? C'est vrai qu'il y a une grosse incompréhension. C'est très souvent les jeunes me disent en fait on ne nous comprend pas, et à l'inverse les personnes des générations précédentes disent on ne les comprend pas. Quelle est cette génération Z qu'on n'arrive pas à comprendre? Comment ça s'explique? Parce qu'on pourrait se dire après tout, c'est vrai que c'est juste une jeunesse comme toutes les jeunesses qui l'ont précédée, et que est-ce que les jeunes baby-boomers étaient compris de leurs parents qui étaient de la génération silencieuse? Est-ce que justement ils n'apportaient pas quelque chose de nouveau, parce que toute jeunesse apporte quelque chose de nouveau par rapport aux générations précédentes? Donc est-ce que c'est ça qui se joue? Pour moi, il y a quelque chose de plus important, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la troisième rupture anthropologique depuis l'histoire de l'humanité. C'est pas moi qui en parle, même si aujourd'hui j'en parle beaucoup, mais ça a été initié, j'allais dire, en termes de réflexion, par le philosophe Michel Serres, que tu pourras pas interviewer parce que malheureusement il est décédé, mais c'était un homme absolument merveilleux et qui avait une forte compréhension justement peut-être de ce qui était en train de se jouer là, qui se jouait avec le numérique, parce que c'est ça la spécificité de la génération Z, c'est qu'elle est full numérique, elle n'a pas connu le monde d'avant. Quand on parle du monde d'avant et du monde d'après, c'est pas lié du tout au Covid, c'est juste lié au fait qu'il y a eu le monde d'avant le numérique et ce monde d'après qui est en train de peut-être se définir sous nos yeux, et donc peut-être la génération Z est l'élément moteur, ou en tout cas la représentante de l'homo numericus, en fait, on pourrait dire ça. Juste pour revenir sur cette notion de rupture anthropologique, en fait, quand on fait l'analyse, si tu veux, et qu'on met en articulation le médium qui permet la transmission des connaissances, de l'information, des savoirs, avec les schémas de représentation du monde et des valeurs qui en découlent, on peut dire qu'en effet, le numérique génère cette rupture. De la même manière qu'il y a eu une première rupture qui a eu lieu entre l'oralité et l'écrit, et une deuxième rupture entre l'écrit et l'imprimerie, et donc ce serait probablement cette troisième rupture. Et la génération Z, du coup, c'est comme tu dis, la première génération née avec le numérique. En quoi le numérique a justement modifié notre rapport au monde ? Oui, alors on l'a peut-être pas précisé, mais peut-être pour tes auditeurs, c'est que la génération Z, c'est la génération qui est née au tournant du millénaire. Ça l'est née, alors après, les sociologues donnent des dates, 97, 2010 ou 2012, ça varie d'ailleurs quand on regarde sur Google, on se rend compte qu'il y a plusieurs dates qui sont données. Pour moi, ce qui est important, c'est plutôt cet indicateur qui n'ont pas connu le monde d'avant. C'est-à-dire, ils sont tombés dans le numérique comme Obélix dans la potion magique, et donc ils n'ont pas ces repères possibles de se dire c'était comment avant et comment je peux justement faire ces allers-retours entre le monde d'avant et le monde qu'ils sont en train de vivre. Donc ça, pour moi, c'est ça. Elle est née avec les réseaux sociaux, avec un téléphone portable, en effet, l'apparition des technologies numériques mobiles, en fait. On pourrait dire ça, la tablette, le téléphone et l'ordinateur portable. En quoi le numérique ? Il n'empêche que donc le numérique, si on le voit sous cet angle-là, le numérique a façonné les représentations et les imaginaires de cette génération Z. Son rapport au temps, son rapport à l'espace, la notion d'ubiquité, par exemple, que génère le net, la notion d'immédiateté que rend possible aussi le numérique. L'ubiquité, c'est être ici et là-bas en même temps. C'est de se dire, je te parle tout en pourtant, je peux être aussi en même temps à mon travail si je suis connecté, etc. C'est aussi son rapport à l'autorité, à la hiérarchie, son rapport à elle-même, aux autres et au monde, son rapport au savoir. Enfin, tout ça a été façonné, travaillé par et avec la culture digitale. Oui, tu parles pas mal du rapport au temps aussi, en disant qu'on a dit adieu au temps linéaire qu'ont connu notamment les anciennes générations, et qu'on est passé à un temps kairos, tu parles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet ? Le fait d'être baigné justement dans l'immédiateté, dans cette culture de l'immédiateté que rend possible le numérique. Pourquoi ? Parce qu'avec les outils de la mobilité, les outils numériques de la mobile que sont le téléphone, la tablette, l'ordinateur, et puis la possibilité d'avoir une connectivité permanente grâce au débit, eh bien ça génère un vouloir
ça a généré, si tu veux, il n'y a plus ce report de jouissance tel qu'on l'avait défini cher à Freud, mais qui n'est peut-être pas un des personnes justement qui ont construit la génération Z. Il y a, c'est vraiment avoir du plaisir tout de suite, maintenant, hein, sans attendre. Ça a généré, si tu veux, une forme de vouloir vivre in time, quelque part. Et donc, ce temps chronos, qu'on appelait le temps chronologique, hein, qui était un temps physique, quantitatif, linéaire, qui était une forme en tension, si tu veux, entre un passé, un présent, un avenir, qui permettait de se projeter, hein, se jeter vers l'avenir, se projeter vers des objectifs plus ou moins lointains, de pouvoir se réaliser dans le futur. Eh bien, ce temps chronos, si tu veux, a été détrôné par le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps numérique. Et pourtant, Kairos, un petit personnage de la mythologie grecque, qui était un petit personnage chauve, qui avait une petite houppette sur la tête, et puis quand il passait à toute vitesse devant soi, hop, il fallait le saisir par sa houppette. Voilà. Donc il fallait être assez réactif. C'est le temps réactif, hein, le temps Kairos. C'est le temps opportun, en fait. Hein, saisir une opportunité quand elle passe. C'est ça, le temps Kairos. C'est aussi un temps qualitatif, subjectif, intuitif, donc réactif, et il est surtout centré sur l'instant présent. Et donc, c'est ça, le temps kairos. C'est comment cette génération est dans l'instant présent de ses expériences. Est-ce que ça ne génère pas justement aussi cette perte de sens parfois, puisqu'on a cette gratification un peu instantanée au quotidien, avec notamment les smartphones et tout ça, et ça peut générer du coup une perte aussi, une sorte de... On n'a plus vraiment l'habitude parfois de faire l'effort avant d'avoir la récompense. Ça a un peu déconnecté les deux, le fait de par exemple de pouvoir commander en quelque temps à manger. Est-ce que ça c'est lié aussi à cette perte de sens Je ne sais pas si ça participe à la perte de sens. Quand on parle de la notion de sens ou de la quête de sens, pour aller sur ce sujet, si tu veux, la quête de sens, c'est curieusement, comme moi j'en parle avec mes informateurs, avec mes aides, la notion de quête n'est pas très quelque chose de Z. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait qu'il y ait cette notion d'une extériorité en termes de temps. Je tends vers une forme de Graal qui va me permettre après donc d'anticiper les différentes étapes qui vont me permettre d'aller vers cet objectif lointain pour atteindre ce Graal, et je vais mettre en place des stratégies, etc. Et puis après de me dire, bah voilà, je l'ai atteint. En fait, c'est pas vraiment ça. Pour moi, de ce que j'analyse, en tout cas, c'est plutôt faire des expériences d'essence qui vont générer du sens. C'est quelque chose de, à mon avis, très différent. L'expérience d'essence, si tu veux, c'est vrai qu'il est centré sur l'instant présent. Hein. Faire l'expérience dans l'instant présent de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de produire, de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de dire, de ce que je suis surtout en train de ressentir, eh bien c'est ça, les expériences d'essence. Tu sais, dans la notion de sens, il y a trois sens au terme de sens. Hein. Il y a la signification, quoi, ça, par rapport à des valeurs. Hein. Il y a la notion de sens, mes cinq sens. Et peut-être le sixième sens qui peut être l'intuition, et qui est certainement dans le temps kairos. Et puis il y a aussi la notion de sens qui est l'objectif lointain, ce qui va me permettre justement de me projeter pour réaliser un projet. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans pour moi, dans ce que j'explique. C'est plutôt, en tout cas dans ce que j'observe, on va être plutôt sur les deux autres significations, si tu veux, du terme de sens. C'est comment je vais l'expérimenter par mes sens, et qui parle de l'épanouissement personnel, hein, de cette génération Z. La génération Z, elle a... Quand je lui demande c'est quoi ce qui est le plus important pour toi, c'est m'épanouir, c'est vraiment son truc. Alors je ne sais pas si toi, Elliot, tu dirais la même chose, mais en tout cas, moi, à chaque fois que je les informe, c'est l'épanouissement personnel. On s'aperçoit d'ailleurs que dans les entreprises, c'est un des sujets qu'elle va chercher dans un écosystème, dans l'entreprise en particulier, mais dans tous ces autres écosystèmes. La notion d'épanouissement personnel, elle est intéressante à développer, si tu permets que je te la développe. L'épanouissement personnel, c'est arrimé, selon la génération Z, hein, évidemment, c'est arrimé à la notion de bien-être. On parle beaucoup de la notion de bien-être. La génération Z, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit qu'aujourd'hui, on est dans les entreprises, dans les relations qu'on peut avoir avec les autres, et dans les entreprises en particulier, il y a beaucoup de mal-être. Hein. C'est pas elle qui invente le mal-être dans l'entreprise, et c'est évidemment, les burn-out de la génération Y sont juste avec des taux extrêmement importants. Elle voit, et donc les générations Y, c'est ses frères et sœurs, hein, de la génération Z. Et puis elle voit la génération X de ses parents qui, au bout de 25 années de bons et loyaux services, se font virer de l'entreprise. Bref, le mal-être au travail est important. Cette génération, elle se centre sur la notion de bien-être. C'est lié donc avec sa notion d'épanouissement personnel. Et l'épanouissement personnel et le bien-être sont liés avec sa notion de sens, c'est-à-dire avec ses émotions. Cette génération, elle est née avec un livre qui, à mon avis, est important, que tu connais peut-être, sûrement même de Daniel Goleman, qui est l'intelligence émotionnelle. C'est un des actes fondateurs de la génération Z. D'ailleurs, il a publié son bouquin en même temps que la génération Z. Et ça, c'est intéressant parce que
il montre l'importance donc des émotions et en fait une véritable intelligence. Aujourd'hui, on vient de découvrir qu'on a 9 intelligences et c'est formidable. Donc, c'est comment, voilà, celle-là participe à ces 9 intelligences. Et donc, c'est vivre avec ses émotions. Et moi, cette génération, enfin, tous mes informateurs me disent, mais les émotions, il n'y a rien de plus viral qu'une émotion. Hein. Être heureux seul, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, à part de prendre son pied tout seul dans son coin. Mais ça a quelque chose de collectif, en fait. Et donc, c'est comment les émotions vont circuler, comment, en fait, je vais m'épanouir, et m'épanouissant, c'est pareil pour les autres et avec les autres, parce que je participe à l'épanouissement de mon collectif dans lequel j'interagis, ou avec les autres avec lesquels j'interagis, ou avec le monde aussi, hein, parce qu'il y a toujours cette dimension aussi beaucoup plus large qu'intègre la génération Z, qui est aussi la notion du monde, de ce qui l'entoure, et puis comment les autres vont participer à mon propre épanouissement. Donc il y a une circularité, moi je parle d'une forme de... Il y a une déambulation presque, on pourrait dire, des émotions qui permettent donc de s'épanouir, et donc m'épanouissant, et épanouissant le monde qui m'entoure et les gens avec qui je suis, eh bien de devenir, d'être utile, en fait, d'avoir un impact positif, de rendre les autres heureux. Moi, très souvent, elle me dit, mais moi, je chercherai à être heureux, je ne veux pas attendre dans 3 ans d'être heureux, hein, parce que je vis à 3 jours, dit-elle. Mais je veux être heureux tout de suite, maintenant. Je ne veux pas attendre ma retraite pour pouvoir profiter de la vie. Donc, pour pouvoir, qu'est-ce que c'est profiter de la vie? Pour me sentir bien. C'est que je veux me sentir bien tout de suite. Et elle a, si tu veux... Tu m'interromps si mes questions sont trop longues, hein. Mais elle a un indicateur, si tu veux, interne et subjectif, cette génération, qui est plus externe et objectif, qui a un indicateur, c'est son indicateur de sens. Comment je me sens? En fait, comment je me sens là, aujourd'hui, en ce moment, là, tout de suite, dans mon interaction avec toi, hein. Donc ça, c'est ça, cet indicateur de sens. Et il va produire du sens, donc la qualité du lien est importante, hein. Et il va produire du sens, en ce sens que c'est pour mesurer l'impact que je peux avoir sur les autres. C'est-à-dire, si je me sens bien, je peux avoir un impact positif, et sur moi, et sur les autres, et sur le monde. D'où cette notion d'utilité. Moi, quand je lui dis, qu'est-ce qui serait, c'est quoi ce que tu veux pour toi, elle me dit, mais moi, je veux être utile, en fait. C'est pour ça que je l'adore, moi, cette génération, parce qu'elle a une volonté d'être utile, d'avoir un impact sur les autres, que ce soit extrêmement personnalisé, d'ailleurs, comme type d'impact. Mais c'est ça, c'est peut-être son utopie, même si elle me dit qu'elle ne veut plus avoir d'utopie, qu'elle ne peut pas avoir d'utopie. C'est intéressant parce que ça casse un petit peu l'imaginaire qu'on a quand on pense à cette génération qui veut l'épanouissement personnel. On pense tout de suite, on se dit individualisme, ils veulent mon propre bonheur, mais en fait, comme tu le dis, c'est aussi en lien avec les autres et c'est un peu la métaphore de l'avion. On dit qu'il faut d'abord mettre le masque sur soi pour ensuite pouvoir le mettre sur les autres. Et c'est un peu cette image-là en fait qui ressort avec la génération Z, je trouve. Ah, tout à fait, oui. Super métaphore. Oui, tout à fait. Non, justement, et ça, c'est pour. Ça enlève cette notion de. On me demande. Oui, et d'ailleurs, très souvent, hein, quand on demande. Alors, la génération Z, c'est qui pour vous? Ils sont individualistes. Pour moi, elle n'est pas du tout individualiste. On sort de l'individualisme avec cette génération Z. On va vers quelque chose de beaucoup plus large. Elle a un grand sens de la notion de commune appartenance à l'humanité, au vivant. Et elle est dans une dynamique altruiste. Avec cette génération, on a une sortie, d'une certaine manière, de la notion justement individualiste, donc de l'individu, hein, qui a donné naissance à l'individualisme, qui est l'excès d'individu. Hein, le isme est toujours un excès de quelque chose. Hein, wokisme, un excès c'est toujours quelque chose un peu idéologique, si tu veux. Et donc, elle sort de cet individualisme, donc de la notion d'individu, pour se penser en termes de personne. Elle me dit, mais être un individu, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'être un individu, parce qu'un individu, c'est une unité numérique au sein d'une multitude, puis elle voit trop bien ce qui se passe avec je suis dans l'entreprise, c'est un Kleenex, on n'en a plus besoin, on le jette à la poubelle. Hein, c'est vraiment ce qu'elle me donne comme image. Où elle me dit, c'est un pion sur l'échiquier et on est en train de bouger, et d'ailleurs, Elliot peut être remplacé par Max, qui peut être remplacé par Manon, hein, par exemple. Eh bien, elle a dit, mais pas du tout, mais moi je ne me vois pas du tout comme ça. Je suis une personne, et une personne, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'une personne, c'est quelqu'un d'unique, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que une personne, ça se définit par autrui. J'ai besoin d'autrui pour pouvoir avoir confirmation de mon existence. C'est ça, ce qui définit une personne. Donc, ça la remet dans une dynamique, quand on parlait de la circularité, hein, des émotions, et comment être heureux seul n'a pas d'intérêt pour moi, elle a une dynamique collective, cette génération Z. On sort du jeu individuel pour aller vers un nous collectif. Ça, c'est sûr. Ça passe par les émotions, c'est un des éléments de ce collectif. Ça passe aussi par cette notion de personne, où j'ai besoin d'autrui pour avoir confirmation, avoir un feedback sur le fait que j'existe, que j'ai besoin d'avoir une confirmation sur ce que je produis, sur ce que je dis, sur ce que je fais, sur ce que je suis.
Et comment cette génération, parce qu'on sent qu'il y a peut-être une forme de mal-être, d'où vient ce mal-être en fait générationnel? En tout cas, enfin, c'est peut-être pas forcément lié à la génération, c'est peut-être plus lié au contexte. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose en particulier avec cette génération, avec des problèmes de santé mentale, etc. Comment ça s'explique d'après toi? Alors, la santé mentale. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Après, moi, je vois beaucoup de jeunes qui vont bien. C'est quand même rassurant, parce qu'on a très souvent tendance à montrer ce qui ne va pas et on ne montre pas aussi tout ce qui va bien. Or, aujourd'hui, c'est vrai, et puis les médias aiment beaucoup parler de ce qui va mal, parce que c'est ce qui est beaucoup plus... ça intéresse probablement les médias de dire tout ce qui ne va mal, tout ce qui va mal. Moi, je trouve que c'est une génération qui peut aller bien. Après, il y a en effet des problèmes de tout ce qui est lié à la santé mentale. La santé mentale, je pense que ce problème-là, il est pluriel. Les causes sont plurielles. Le fait aujourd'hui, c'est vrai, de vivre dans l'instant présent, c'est-à-dire donc de ne plus être tiré sur cette notion du temps, qui permettait de se projeter, etc. Donc de se dire que chaque instant présent est un atome de temps, que je vais ajouter les uns à la suite de l'autre, exactement comme quand on voit sur le fil d'actualité, sur un réseau social, où on a tous ces instants, une photo de ce que l'un de ma communauté est en train de faire, de vivre, etc. C'est des successions, et c'est un côté illimité d'ailleurs, ce n'est jamais terminé, il n'y a jamais quelque chose de définitif, enfin, quelque part. Cette notion, si tu veux, d'instant présent, fait que on ne peut plus penser l'avenir. Et quelque part, ça peut donner peut-être un peu le vertige aussi, parce que on est un peu désarrimé quand même, d'une certaine manière, de ce temps. Ça demande en plus de vivre l'instant présent où tous les choix où on est tout le temps remis en cause quelque part. Quand rien n'est jamais définitif, quand rien n'est jamais assigné à résidence, que ce soit mes identités personnelles, professionnelles, quand mes identités affectives, quand ce sont je ne peux jamais être assigné à résidence. Il y a donc quelque chose, une forme de nomadité constante, si tu veux, quelque chose qui n'est jamais fixé, qui n'est jamais fixe, qui n'est jamais immobile. On est dans un mouvement constant d'instant présent qui se succèdent, et bien quelque part, donc tout est toujours possible, tout est toujours ouvert, et bien ça demande une sacrée confiance en soi quand même. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette compétence, cette intelligence en effet intrapersonnelle qui permet justement d'avoir confiance en soi pour pouvoir s'adapter en permanence. En fait, cette génération, il faut aussi le remarquer, elle est née dans ce que Edgar Morin, le philosophe Edgar Morin, que tu peux encore interviewer, il a 102 ans, quelque chose comme ça, donc il est temps, Elliot, d'aller interviewer Edgar Morin, je crois qu'il est même plus que 102 ans. Il est en haut de ma liste, j'aimerais bien. Exactement, c'est un homme absolument merveilleux, et donc Edgar Morin qui a beaucoup travaillé sur la notion du nouveau paradigme, le paradigme de la complexité. Qu'est-ce que c'est que la complexité? Un système complexe, c'est que tout est relié, tout vibrionne en permanence, tout bouge en permanence, tout est relié. Mais comme tout système complexe, il y a des bifurcations, des émergences qu'on ne peut plus prédire. D'où la notion d'imprédictibilité de l'avenir. Donc, cette génération, non seulement elle vit dans l'immédiateté du numérique, en plus se surajoute cette notion d'imprédictibilité. Et puis, il y a un troisième élément, donc c'est l'incertitude permanente. Et puis, de ces changements permanents, ces changements constants qui vont à toute vitesse. Aujourd'hui, une nouvelle technologie qui arrive sur le marché, au bout de 2 ans, il est devenu obsolète. Donc, elle vit aussi la notion d'obsolescence, l'obsolescence de ses diplômes, de ses formations. Moi, j'ai des jeunes qui me disent, je rentre dans une formation, dans 5 ans, le métier pour lequel on me prépare n'existera peut-être plus. On sait que plus de 50% des métiers de 2030 n'existent pas encore, etc. Donc ça va très vite. Le métier que tu fais là en ce moment n'existait pas il y a juste quelques années. Donc ça va très vite. Donc cette notion aussi d'imprédictibilité, de changement constant. Et puis il y a une autre notion aussi qui se surajoute, si tu veux, et qui fait que peut-être l'instant présent est une forme de refuge, qui est qu'on est dans ce qu'on appelle aussi le temps du délai, c'est-à-dire que par rapport à l'éco-anxiété, si tu veux, qui participe à la notion, pour répondre à ta question sur la notion de la santé mentale, et l'éco-anxiété est un des éléments de la fragilité mentale de cette génération Z. On a, je sais plus, je crois que j'aime pas trop les chiffres, mais je crois que c'est 74% de la génération Z qui est éco-anxieuse, en tout cas qui est concernée par la problématique écologique et au-delà. Eh bien, se dire que, en 2050, probablement le vivant va peut-être commencer à disparaître et que les derniers arrivés sur notre planète, qui sont quand même les êtres humains, vont peut-être aussi disparaître, peut-être aussi les premiers parce qu'ils sont les moins adaptables ou les moins adaptés. C'est quelque chose qui est aussi fait qu'on a ça. Donc, tous ces éléments participent, si tu veux, d'une certaine manière, une forme
peut-être d'une forme d'inquiétude ou en tout cas de se sentir perdu. Ça, je pense que ça, c'est un des choses qui reviennent très souvent chez enfin, moi, des jeunes que j'interviewe, très souvent, et d'ailleurs, quand je les ai en coaching, c'est souvent avec ce sujet-là, je me sens un peu perdu. Pourquoi ? Parce que tout est possible, en fait. Hein. Le numérique, c'est l'éthique de la possibilité. Je vois la personne, voilà, je vois Elliot qui fait ça, pourquoi pas moi, en fait, quelque part. Hein. Et donc, moi, très souvent, cette génération, elle me dit, ça, c'est quelque chose de très spécifique, selon moi, pour la représentation, si tu veux, qu'a la génération Z du monde, c'est-à-dire qu'on appelle ça la notion de processivité, c'est-à-dire c'est comment le monde vient me transformer, vient me toucher et comment je lui réponds, comment je le transforme en retour. Et donc très souvent, cette génération, elle me dit, en fait, je ne fais pas mes choix parce que c'est me mettre dans un choix univoque, donc ne pas être ouvert au kairos, tout le choix des possibles, hein, la fameuse éthique de possibilité. Donc j'attends le dernier moment pour faire mes choix, pour pouvoir rester ouverte. Et ça demande de laisser, et je laisse la vie faire en moi, je laisse la vie choisir pour moi d'une certaine manière. Parce que la vie vient me transformer, je la transforme en retour. Hein. C'est ça, cette notion de processus, si tu veux, de processivité, à fur et à mesure, chemin faisant. Hein. Tu prenais la métaphore de l'avion, pour reprendre la métaphore du voyage, il n'y a plus de but au voyage. Hein. Il y a juste le voyage lui-même. Et donc comment en permanence je vais pouvoir réévaluer mes choix, me réorienter, me rechanger, aller dans une direction, revenir sur mes pas, repartir, rebifurquer, etc. Et ça peut donner ce sentiment d'être perdu, hein, et qui participe à cette notion de santé mentale, hein, de peut-être dire ça. On a parlé de l'éco-anxiété, il y a aussi tout ce qui est le monde du numérique et des réseaux sociaux qui participent beaucoup à l'éco-anxiété. Le fait de se dire qu'on peut très facilement être mis hors jeu, JEU, donc hors jeu JE, quand on n'est pas connecté, pas réactif, etc. Ce qu'on appelle le fear of missing out, hein, le système FOMO, et qui se dit, oui, je suis très vite mis en jeu si je ne suis pas au courant, que je laisse passer quelque chose. Je laisse passer le kairos, en fait, quelque part. Hein, c'est ça, la dernière tendance, la dernière information, le dernier truc, le dernier mème, et on peut le multiplier. Donc ça participe aussi à ça. Puis la violence aussi, hein, qui existe sur le numérique et qui impacte aussi beaucoup. Les schémas de comparaison aussi, hein, de se dire, en fait, moi, la fille d'à côté, elle a une vie 1000 fois meilleure que la mienne. Et même si cette génération n'est pas dupe, elle me dit très souvent, mais je ne suis absolument pas dupe. Néanmoins, en permanence, d'arrimer, si tu veux, ta réputation au nombre de likes, au nombre de partages, au nombre de retours, au nombre de feedbacks que tu peux recevoir, ça met dans une forme de tension, si tu veux, une forme de tension existentielle. À partir du moment où tu te dis j'existe dans la mesure où je suis relié à autrui, puisque là, on a bien vu cette notion de personne, et donc où je suis connecté, dans le sens pas que connecté dans le monde numérique, mais aussi dans le monde réel, il y a peut-être une sorte de fatigue existentielle. Enfin, moi, je me rends compte un peu de ça. Très souvent, je vois des jeunes qui me disent, en fait, et donc on voit une forme de besoin de plus en plus qui émerge chez cette génération de parfois avoir envie de déconnecter, pas que numériquement, hein, aussi. Pourquoi ? Parce que ta génération, elle vit dans une densité relationnelle dingue, hein, elle est multitribale, je parle de tribus, mais les tribus, c'est ces nouvelles socialités numériques, si tu veux, et qui sont aussi dans le monde réel. Donc, elle appartient de multiples tribus, elle interagit en permanence, elle recrée du nous, elle vit dans un monde collectif, elle est dans un monde devenu social par les réseaux sociaux, hein, qui ont changé les représentations du monde. Le Web 2.0, c'est une bascule du Web 1.0 au Web 2.0 qui ont été marqués par les réseaux sociaux, parce que dans le Web 1.0, si tu veux, la représentation du monde n'avait pas changé, c'est-à-dire que tu avais une information qui était donnée à un internaute qui recevait l'information, et c'était bien comme ça. Avec le Web 2.0, l'internaute, si tu veux, devient acteur, il crée du contenu, il fait ce que tu fais, c'est-à-dire il produit des images, il produit du contenu qui sont des images, des vidéos, de la musique, des textes, etc. Et il le partage avec ses différentes communautés. Donc la représentation, si tu veux, du monde, on est passé, si tu veux, de l'internet personnel au média social, du digital au réseau social, et de l'individu au collectif, et le monde est devenu social. Un monde horizontal, social. Et tu dis que aussi c'est la fin des dualités, ou en tout cas cette génération elle passe du ou au et, dans le sens où certaines notions qui étaient jusqu'ici séparées sont aujourd'hui réconciliées par cette génération, pour cette génération en tout cas. Oui,
Ça, c'est le ou, c'est-à-dire toutes alors, nous, on parle d'antinomie fixe. Les antinomies fixes, c'est-à-dire le masculin ou le féminin, par exemple, c'était séparé sur des notions de fixité. Aujourd'hui, le monde, pour revenir sur le monde d'aujourd'hui, qui est global, cette postmodernité qu'habite cette génération Z, et nous avec elle, évidemment, eh bien, c'est un monde qui est dynamique, incertain, on l'a bien vu, avec ce nouveau paradigme de la complexité. Donc aujourd'hui, ces antinomies fixes sont devenues des antinomies dynamiques quelque part. Et en permanence, il y a des déambulations, moi j'appelle ça une forme de nomadité entre ce qui jusqu'à présent était totalement opposé, qui aujourd'hui sont dans une porosité de frontières quelque part. Il y a le masculin et le féminin, c'est le fameux et le réel et le digital, le ici et le là-bas, la notion d'ubiquité, mais aussi dans ses aspirations, c'est l'économique et le social, le travail et le jeu, la nature et la culture. On peut en permanence jouer, elle se joue de tout cela. Et donc ça forme une forme, il y a quelque chose d'une forme d'hybridité quelque part. Elle est en train de reconfigurer ce qui jusqu'à présent était opposé, qui était, d'ailleurs il en parle très bien aussi Edgar Morin, comment on a mis dans des cases le vivant, et qui aujourd'hui, on sort des cases, la génération Z, elle sort des cases, justement dans la non-assignation à résidence, pour pouvoir se jouer de tout cela en fait. Donc beaucoup plus flexible, beaucoup plus liquide, comme tu dis, tu parles aussi d'une génération liquide. Exactement, ça c'est pour reprendre un terme du sociologue allemand Zygmunt Bauman, que tu ne pourras pas interviewer, parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps non plus, et Zygmunt Bauman parlait de société moderne liquide. Pour moi, c'est une génération qui a une forme de liquidité, en effet. Parce qu'on arrive, on la croit sur un réseau social et déjà sur un autre. Enfin, elle se joue un peu de tout ça. Il y a vraiment, elle reconfigure ses identités en permanence, à travers des pseudos, à travers des filtres, sur les différentes tribus dans lesquelles elle interagit, etc. Donc, il y a quelque chose. Donc, moi, je parle elle est transfrontalière. Pour moi, c'est une génération trans, d'ailleurs, en ce sens que elle met des frontières, parce qu'elle sait très bien quand elle est numérique et dans le monde réel. Je pense que tu le sais bien. Et heureusement, peut-être qu'un jour on l'aura plus avec le métaverse, mais pour le moment on n'y est pas encore. Et donc, elle se joue des frontières, elle les traverse de manière de plus en plus en continu, si tu veux, mais les frontières sont de plus en plus poreuses, en effet, entre les choses. Voilà, et ça peut générer une forme un peu de vertige aussi, quelque part. Moi, je vois même sur les identités, la fluidité de genre, par exemple, c'est quelque chose qui est aujourd'hui porté par la génération Z. Les slasheurs dans la vie professionnelle, c'est ça aussi. C'est comment je fais ce que tu fais, c'est-à-dire comment je fais plusieurs métiers en même temps, dans la même journée, et pas être assigné à résidence derrière juste un ordinateur pour faire la même tâche ou la même mission, ou une seule mission, une seule tâche. Mais aujourd'hui, par exemple, dans l'entreprise, elle va vouloir faire plusieurs missions en même temps, plusieurs tâches, utiliser ses multiples intelligences, déployer ses potentialités de vie, en fait, quelque part. La notion de potentiel, elle est importante, presque plus que la notion de compétence, qui est quelque chose d'assez fixe. Alors que la notion de potentiel, il y a quelque chose qui est lié, c'est une forme de spirale dynamique, c'est jamais fini, la notion de potentialité. Justement, quelles sont du coup, je vais dire le mot compétence, quelles sont les compétences clés de cette époque si complexe, si imprédictible? Oui, toutes ces intelligences. En fait, je préfère presque la notion d'intelligence, en fait, quelque part, que compétence. Mais je trouve que c'est presque un peu de l'ancien monde, la notion de compétence. Mais c'est l'intelligence émotionnelle, par exemple, elle est extrêmement importante. De l'utiliser, de la comprendre, de la gérer aussi, probablement. L'intelligence psychosociale, elle est aussi très importante, selon moi. Mais il y a aussi tout ce qui est que n'a pas beaucoup, je trouve, la génération Z, c'est toute ce qu'on appelle cette intelligence intrapersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle. Alors, j'aime pas dire elle ne l'a pas parce que ça veut dire c'est un peu négatif, mais en fait, l'intelligence intrapersonnelle, c'est la conscience de soi, c'est ce travail réflexif sur soi, etc. Qui demande parfois du silence, qui demande la solitude, qui demande d'être seul, qui demande de prendre du temps pour soi, en fait. Alors, cette notion de comment je me sens, cet indicateur interne et subjectif dont on a parlé tout à l'heure, quand j'en parlais avec ces jeunes, il y a ce moment de reconnexion à soi, si tu veux, pour pouvoir savoir si on est bien connecté comme ça, c'est bien aligné, si tu veux, avec les écosystèmes avec lesquels j'interagis, est-ce qu'on est bien aligné. Mais ça reste
ça reste, c'est très émotionnel, hein, c'est sur le ressenti, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu sorti la notion de rationalité, si tu veux. Moi, très souvent, elle me dit, mais j'en ai marre qu'on prenne la tête. C'est intéressant parce que la tête, c'est la forteresse de l'esprit dans lequel, nous qui sommes les fruits de Descartes, nous les générations précédentes, eh bien, on s'est construit dans la forteresse de son esprit, maître de soi, maître du monde, etc. Aujourd'hui, on est moins là-dedans avec cette génération Z, puisqu'on est passé sur d'autres peut-être types d'intelligence que nécessite aussi le monde, toi. Le fait d'être très créatif, le cerveau. On avait le cerveau rationnel, je ne me rappelle plus jamais. Alors là, il faut demander si c'est le cerveau gauche qui est rationnel et le cerveau droit qui est créatif. Mais aujourd'hui, je crois que c'est Daniel Pink qui a parlé du cerveau droit. Si tu veux, on a besoin d'avoir aujourd'hui un cerveau créatif, beaucoup plus développé qu'avant. Pourquoi ? Parce que il faut trouver de manière créative des solutions à ce monde tel qu'il est en train d'advenir. C'est-à-dire que moi, très souvent, cette jeunesse, elle me dit, mais en fait, c'est pour ça que je l'appelle peut-être un peu trans, parce qu'elle est à la fois entre les deux rives. Elle est à la fois dans le monde, elle a été formée par le monde d'avant et elle est déjà dans le monde d'après. Et elle est un peu tiraillée entre les deux. Et très souvent, ces jeunes me disent, mais en fait, moi on me forme encore avec les schémas de pensée du monde d'avant, alors qu'il me faut appréhender le monde d'après avec d'autres types de schémas, quelque chose de complètement nouveau. Et donc il y a une forme de tiraillement, lequel ça peut générer justement une forme. Ça aussi, ça participe à la notion de la santé mentale, si tu veux, ce sentiment d'être tiraillé, si tu veux, c'est presque un peu schizophrène, j'allais dire, pour cette génération, d'être entre ces deux choses. Donc il va falloir, en effet, elle est en quête, si tu veux, d'avoir des nouvelles manières de penser. Regarde, par exemple, les hackathons, c'est très Z dans le sens que c'est né c'est assez récent, le scène des hackathons. Tu vois ce que c'est, les hackathons? Tu peux expliquer peut-être? Les hackathons, vraiment en deux mots, c'est comment on va réfléchir à une problématique pour trouver des solutions innovantes. Et c'est très timé, il y a un rythme, hein, parce qu'on est d'accord que de toute façon le temps long n'appartient pas à la génération Z, et que faut que ça pulse, hein, il faut que ça aille vite, c'est une génération qui est réactive, etc. Mais il n'y a pas que la génération Z ça n'a pas été créé par la génération Z, mais c'est c'est très symbolique de la génération Z. Et enfin de l'époque, en fait, hein, c'est ça, c'est de se dire ça, en fait, hein, de cette époque, de ce que l'on est en train de vivre. La génération est le symbole de l'époque, c'est ça que tu Exactement. Oui, parce que c'est ça, c'est le contexte dans lequel elle se construit, cette génération Z, dans lequel elle évolue, plus qu'elle peut-être se construire, qui est quelque chose un peu fixe, dans lequel elle évolue. Et donc l'hackathon, c'est très timé, c'est assez rapide, etc. Et il faut trouver des solutions innovantes, en effet, à une problématique complexe. Et donc, on va mettre ensemble des gens qui sont, pour faire des synergies, pour faire de l'intelligence collective. Et donc, des gens qui ont des trajectoires complètement différentes. C'est par exemple, on pourrait mettre quelqu'un dans une entreprise, on pourrait mettre quelqu'un de la comptabilité, quelqu'un qui est dans la partie commerciale, puis le financier, puis aussi quand même l'utilisateur final, etc., ou le consommateur, puis peut-être aussi celui qui va être en amont du produit, enfin on peut, le fournisseur, c'est comment on va mettre ensemble des gens qui n'ont pas du tout les mêmes trajectoires mais qui vont créer de l'intelligence collective. C'est ça un peu le phénomène des hackathons. Eh bien, c'est une nouvelle manière, si tu veux, d'appréhender les choses. En fait, c'est sortir des cases, en effet. C'est comment un problème financier ne va pas être que la solution va pas être que trouvée par des financiers. C'est qu'on va mettre des gens très différents entre eux. Donc, on sort des cases, des fameuses cases dont parlait Edgar Morin. C'est ça un peu. Donc, en effet, c'est comment aujourd'hui trouver des nouvelles manières d'accompagner ou de cette génération, ou comment elle peut être dans des écosystèmes qui vont lui permettre justement de trouver peut-être dans l'innovation, etc. On va passer un petit peu à la troisième partie de cet entretien, cet échange, sur un peu les nouveaux repères, ou en tout cas comment cette génération peut trouver ses repères dans ce monde si complexe qu'on a vu qui était absolument imprédictible et tout le temps en mouvement permanent. Est-ce que tu aurais des jeunes pour des conseils, des conseils pour des jeunes qui se sentent un peu perdus? Quel serait comme tu accompagnes les gens en coaching notamment, à quoi on peut se rattacher en fait, parce qu'on peut vraiment être perdu parfois sur le plan professionnel notamment. Comment on fait pour se repérer là-dedans, dans ce brouhaha permanent? Oui, c'est pas évident. C'est-à-dire, je pense que l'IA, peut-être la première chose, c'est de prendre le temps de se connaître, en fait. C'est vrai que le numérique, les réseaux sociaux,
ont généré on en parlait tout à l'heure, mais c'est un peu express yourself first, hein, c'est-à-dire c'est de l'expression de soi en permanence, c'est de l'intime devenu public, les fameux et, etc. Et donc on s'exprime beaucoup, tu fais partie d'une génération où en effet on a fait son personal branding depuis que vous êtes né, vous avez l'habitude de parler de vous, etc. Et peut-être que le temps justement, le temps plus long, le temps de la réflexion manque peut-être pour prendre conscience justement et c'est ce que permet par exemple, moi je vois quand j'accompagne ces jeunes dans mon cabinet, c'est vraiment en fait c'est comment je m'autorise à prendre du temps pour moi pour réfléchir en fait à travers une chambre d'écho qui est la maïotique, mais qu'on peut retrouver autrement, moi j'ai de plus en plus de jeunes qui vont vers de la méditation, ou qui vont aller trouver des alternatives, si tu veux, pour faire un peu aussi se poser aussi par rapport à cette sur-système d'existence, en fait, hein, quelque part. Il y a des jeunes qui vont faire, par exemple, des travaux très manuels parce que ça leur permet justement ce temps-là. Les voyages aussi, c'est une manière de le faire aussi. Le voyage, les voyages, ça peut être aussi une manière de ça peut prendre l'être un peu aussi, le temps. même si tu es en rapport en permanence avec le monde, tu vois. C'est aussi, à un moment donné aussi, c'est comment réintroduire le silence, comment réintroduire une forme de solitude. Hein, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui souffrent d'isolement, si tu veux, de solitude, mais parce que c'est pas dans l'ADN de la génération Z, la solitude. Tu vois ce que je veux dire? Où on te demande, il y a une forme d'injonction à socialiser. Hein. C'est une forme d'injonction aussi. Il faut tout le temps être présent, tout le temps socialiser, tout le temps dire ça, tout le temps appartenir au collectif, etc. Et donc, quand on se retrouve seul, on se dit « Ah, mais donc je suis une espèce de vertige existentiel de dire « Mais en fait, donc je suis isolé, donc je suis perdu, donc, etc. » Donc, il y a aussi se relier à ce temps, à des temps personnels. Se poser des questions pour devenir conscient, en fait. Je pense que c'est ça. Et être conscient, c'est donc aussi se faire confiance par la suite et de se dire que aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'arriver à en permanence rebondir, sa fameuse résilience et de faire confiance à la vie. En fait, on trouve des solutions, etc. Il y a une seule chose peut-être qui peut être fixe dans un monde devenu, à mon avis, extrêmement fluide, c'est la personne que je suis en fait. Et cette personne que je trimballe avec moi en fil continu, eh bien, elle va être en permanence, de manière parfois non volontaire, c'est-à-dire parce que le monde change très vite, elle va devoir en permanence s'adapter, etc. Donc ça, je pense que c'est une compétence, et on voulait parler encore de compétence, mais c'est une intelligence intrapersonnelle d'arriver à se relier à soi profondément, pour aller nourrir ce à quoi j'aspire vraiment, pour pouvoir voilà. Peut-être un conseil que je donnerais. Donc pas forcément d'aller voir un coach, hein, mais d'avoir ces moments justement où on se reconnecte vraiment à soi, pour se donner du temps pour soi aussi. C'est vrai qu'on sent qu'il y a, comme tu dis, il y a le phénomène de méditation, etc. On sent qu'il y a quand même ce besoin qui émerge, et de mieux se connaître aussi, ça fait vraiment partie des besoins en tout cas de cette génération, et je pense qu'elle le ressent, même si ça prend du temps et c'est pas forcément évident aujourd'hui, comme on est tout le temps assailli de notifications, etc. Ouais. Sinon un autre aspect qui peut être assez challengeant en tant que jeune, moi personnellement en plus en tant qu'indépendant, il peut m'arriver justement de passer beaucoup de temps seul, et justement il faut recréer ce lien dans le monde réel. Et comment on fait pour refaire communauté en fait aujourd'hui, alors que justement on est connecté beaucoup, en tout cas d'un point de vue technologique, mais parfois on peut être un petit peu parfois isolé carrément dans le monde réel, notamment dans ces grandes villes où les gens sont parfois ne se connaissent pas forcément entre voisins, etc. Comment on peut refaire communauté à notre époque? Alors, en effet, c'est déjà de se dire que probablement peut-être que le monde numérique qui inscrit, si tu veux, la génération Z dans une très forte densité relationnelle, ce n'est pas forcément, c'est formidable, mais ce n'est pas que ça. Voilà. Et qu'il y a aussi le monde réel, et dans le monde réel, c'est comment créer du lien, comment le nourrir, le lien, comment perdre du temps dans la relation aussi. Parfois, quand on vit comme ça dans des interactions constantes, permanentes, etc., c'est vraiment de se dire comment on peut remettre du qualitatif, c'est-à-dire sortir aussi parfois du numérique. Moi, j'ai de plus en plus de jeunes qui me disent, mais je me rends compte simplement maintenant qu'en fait, on se retrouvait ensemble dans le monde réel, évidemment, mais on était tous sur notre téléphone portable. Donc aujourd'hui, on a mis en place des rituels entre copains, de se dire plus de téléphone le temps où on passe, etc. Je pense qu'il y a en effet, il y a peut-être passer de la relation au lien.
C'est peut-être ça aussi quand je parlais de se reconnecter à soi. C'est un peu différent la notion de relation, la notion de lien. La notion de lien, c'est remettre du qualitatif en fait. On n'est plus dans le quantitatif, mais peut-être aussi dans du qualitatif. C'est comment mettre ça. Après, c'est aussi rentrer dans des collectifs dans lesquels on fait quelque chose ensemble. Moi, je vois, il y a beaucoup de jeunes c'est une génération qui est beaucoup dans le phénomène altruiste. On a quand même un nombre très important de jeunes. Je crois qu'on est à 62% de jeunes qui font du bénévolat. Par exemple, c'est un moyen, je trouve, ce que j'appelle une nouvelle tribu, mais dans le monde réel. Où on a la capacité de se retrouver sur une valeur commune qui est justement très souvent être utile, donner du sens justement à ce que je fais, à ce qu'est ma vie, etc. Et qui permet de se relier justement à quelque chose d'assez qualitatif et qui est aussi très aligné entre cette notion d'utilité, de vouloir avoir un impact positif dans un collectif, en fait revenir sur des collectifs aussi dans le monde réel. On va arriver aux 4-5 dernières questions de ce podcast. Qui sont les personnes qui t'inspirent le plus, toi, qui t'ont le plus inspiré dans ton parcours Dans mon parcours. Alors, moi j'ai des anthropologues évidemment. J'ai Marcel Mauss qui est le père de l'anthropologie française et qui a travaillé sur par exemple la notion du potelage qu'on appelle le don contre don, qui aujourd'hui est réinventé par la génération Z avec le fait d'être dans des réciprocités créatrices et non plus simplement symétriques. Donc je trouve ça très intéressant et très inspirant avec cette notion de circularité justement. C'est ça que je trouve qu'on est en train de retrouver peut-être là et que je trouve passionnant. Donc ça c'est très inspirant. Moi, parfois, je suis inspirée par des artistes. Par exemple, je parle dans mon livre de Chiharu Shota, qui est une artiste japonaise qui vit à Berlin et qui fait des installations de fil dans lequel on rentre, qui est faite dans une sorte de philosophie de l'instant. Et les installations, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est aussi récent et qui est éphémère, donc qui parle très bien de la génération Z. Donc elle m'inspire beaucoup parce que c'est aussi une forme de bricolage en termes anthropologiques du terme. Donc je trouve ça super intéressant, avec une économie de moyens et en fonction du lieu, elle va inventer quelque chose donc ça m'inspire beaucoup. Après, moi j'ai des jeunes qui m'inspirent. Par exemple, toi tu peux être inspirant pour moi, mais je vois par exemple, je connais Arthur Gosset, qui est un jeune qui a fait le film Rupture et qui a été assez inspirant dans la même manière que j'ai de voir aussi ces jeunes. Après, qu'est-ce que j'ai d'inspirant ? Il y a par exemple un anthropologue anglais qui m'inspire beaucoup, il s'appelle Tim Ingold, qui travaille sur la notion aussi des fils, la notion filaire, la notion des tissus. Ça c'est quelque chose qui moi m'inspire. Des figures comme Edgar Morin, je trouve que c'est passionnant, mais il peut y avoir des gens que tu rencontres aussi, des gens qui ont été, moi des gens qui m'inspirent. Je travaille par exemple pour une fondation, une fondation qui s'appelle Acteurs de mon avenir, et qui a été créé par l'ancien numéro de Danone, c'est Jacques Vincent, et qui met des coachs dans les banlieues difficiles justement pour se dire, en fait, aujourd'hui la filière professionnelle, si elle est choisie et non pas subie, ça peut donner des magnifiques trajectoires et donc de réussir. Quelqu'un qui justement cherche à avoir s'engage, a un impact, va de l'avant, se dit que rien n'est impossible, ça pour moi c'est une figure inspirante. Super. Est-ce que tu as un livre ou une ressource qui t'a particulièrement marqué au cours de ta vie et que tu aimerais nous partager ? Un livre qui m'a beaucoup marqué. Alors beaucoup, mais après, alors moi j'aime beaucoup Saint-Exupéry d'ailleurs, qui a dit la jeunesse est promesse d'avenir. Voilà, donc ça me plaît déjà bien. Mais j'aime beaucoup Saint-Ex parce que j'aime le livre qu'il a écrit, s'appelle Citadelle, mais voilà, je ne sais pas si c'est le plus connu de ses livres, mais moi en tout cas c'est celui qui est pour moi que c'est ces petits, c'est une très belle écriture et en plus c'est inspirant, mais beaucoup de gens m'inspirent, ouais. Quel conseil donnerais-tu à la Elisabeth de 20 ans ? Quel conseil je donnerais à l'Elisabeth de 20 ans ? Laisse la vie faire en toi, elle sait. Elle sait où elle veut te mener. Je pense, et ça c'est très Z en fait quelque part, c'est cette notion de processivité dont j'ai parlé,
Et aujourd'hui, je me dis, moi j'ai été dans une génération où il fallait être autonome, responsable, on était dans des schémas souvent plus univoques, etc. Et que si tu n'étais pas dans ces schémas-là, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de se dire que cette notion de résonance dont a parlé Hartmut Rosa, dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi pour moi quelqu'un d'inspirant, qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Résonance, c'est comment aussi laisser faire, c'est sortir un peu de ça. Je pense que l'anthropologie, si tu veux, m'a appris qu'il y a des différents types de manières de voir le monde, ce qu'on appelle des ontologies, des différents types d'habiter le monde. Les Inuits n'habitent pas le monde de la même manière que les Nahuatl habitaient le monde, ou continuent à l'habiter d'une certaine manière, même si aujourd'hui c'est très hybridé avec le monde d'aujourd'hui. Mais la Chine, les aborigènes d'Australie, ne pensent pas les Nuer en Afrique, par exemple, ne pensent pas le monde de la même manière que l'Occident, l'Europe occidentale. Donc je trouve qu'aussi c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Sortir de cette vision, en tout cas être conscient qu'on n'a pas ethnocentrique, exactement. Aujourd'hui, le monde est devenu global et très relié. Donc il faut aller chercher un peu partout nos inspirations. Il ne faut pas rester sur une seule chose. Il faut aller chercher nos inspirations. C'est pour ça que moi je regarde beaucoup les artistes, les travaux ethnographiques, etc. Parce que je trouve que ça s'auto-nourrit, ça se nourrit mutuellement et je pense que c'est ça. Et qui aimerais-tu voir dans le podcast ? Alors, qui j'aimerais voir ? Edgar Morin, si on pouvait ressusciter d'autres, il y en aurait d'autres, mais Edgar Morin, oui, parce que je trouve que il va pas peut-être rester, je lui souhaite pas de mourir très vite, mais enfin, il est quand même assez âgé, c'est un homme merveilleux parce qu'il reste très jeune. Il dit, il faut lire différentes choses qu'il écrit, pas forcément des articles dans lesquels il parle de lui, où il dit, mais justement, comment la vie a choisi aussi pour lui beaucoup de choses. Et en fait, c'est ça. Il y a toute une philosophie d'Edgar Morin qui est intéressante, au-delà même de la complexité. Génial. Dernière question. Si tu avais un tableau géant qui serait visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais dessus ? Une phrase de Goethe, l'audace c'est du génie, du pouvoir et de la magie. Ça m'a beaucoup porté et c'est souvent une phrase que je donne à mes jeunes. Ouais. C'est génial. Merci Elisabeth. Où est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils veulent en savoir plus? Ils peuvent lire mon livre, ils peuvent aussi me suivre sur LinkedIn. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Merci à toi Elliot, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Sagesse Moderne. Si vous avez écouté jusqu'ici, ça veut dire que l'épisode vous a plu. Alors je vous invite à liker et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et à me faire vos retours sur l'épisode. Ça m'aide beaucoup pour me faire connaître. Encore merci à vous et à très bientôt sur Sagesse Moderne.